Attention, ce contenu est extrêmement dérangeant et réservé à un public averti. Veuillez regarder à vos risques et périls. J'ai fait un trou dans un préservatif et j'ai délibérément mis une fille enceinte pour prouver que je n'étais pas gay. C'était à la fin des années 80, j'avais 14 ou 15 ans et l'époque n'était pas idéale pour être un adolescent gay, ce qui n'excuse en rien ce que j'ai fait. J'avais tellement peur d'être démasqué que j'ai entamé une relation avec la sœur de mon meilleur ami de l'époque. Mes amis me reprochaient constamment de ne pas avoir couché avec elle et me traitaient de gay. Ils plaisantaient, mais j'ai pris la chose tellement au sérieux que je l'ai convaincue de coucher avec elle et j'ai fait un trou dans le préservatif dans l'espoir de la mettre enceinte pour avoir une preuve. Elle est tombée enceinte et quand je l'ai découvert, la réalité de ce que j'avais fait m'a vraiment frappé. Elle pensait simplement que le préservatif ne fonctionnait pas et je ne lui ai jamais dit que je l'avais fait exprès. Elle a été obligée d'aller dans une école alternative et a fini par abandonner pour avoir le bébé. Elle et sa famille ont déménagé avec le bébé et je n'ai jamais gardé le contact avec eux. J'ai toujours eu l'impression d'être une ordure pour avoir gâché sa vie et abandonné mon enfant. J'ai été enlevé à l'âge de 8 ans et maintenu en captivité pendant 3 ans. J'ai maintenant 26 ans. Un étranger est venu me chercher à l'école en se faisant passer pour un ami de mon père. Il m'a dit qu'il me déposerait à l'aéroport pour prendre un vol avec mon père. Non seulement je devais voyager avec mon père ce jour-là, mais cet homme savait que mon père partait tôt du travail et qu'il devait aller pêcher avec son ami. Il m'a dit que mon père l'avait envoyé me chercher et le retrouver directement à l'aéroport. Je l'ai cru, j'ai convaincu mes professeurs que je le connaissais, parce que j'étais excité à l'idée d'aller à l'aéroport, et je suis parti avec lui. J'ai été retenu en captivité pendant 3 ans. J'ai été violé, battu, affamé. La jeune fille de 11 ans que j'étais avait appris à lui faire confiance. Nous avons commencé par nous promener dans sa voiture, même si je devais m'asseoir à l'arrière et rester silencieuse tout le temps. Il m'a laissé entrer dans sa cuisine et me préparer à manger, il m'a laissé nettoyer sa maison. Le jour où nous sommes allés nourrir les canards au parc, j'ai couru. J'ai couru aussi vite que mes faibles jambes pouvaient me porter, à cause de la foule, je pense qu'il m'a perdu. J'ai supplié une famille de m'aider, en leur disant que j'avais été kidnappé et que je voulais rentrer chez moi. Je leur ai dit mon nom, le nom de mon école et le nom de mes parents. Pour faire court, ils l'ont attrapé et il s'est suicidé. J'ai retrouvé mon père, mes sœurs et mes chiens. Aujourd'hui, je suis heureuse en ménage avec mon mari depuis 4 ans, je suis toujours en thérapie, j'ai un bon travail et un bébé en route. Le mois dernier, j'ai engagé une escorte pour mon frère atteint du syndrome de Down. Je ne le regrette pas et il en sourit encore. J'ai 30 ans et mon petit frère en a 24. Il est honnêtement le meilleur frère que j'aurais pu espérer. Je me souviens encore du jour de sa naissance et du fait d'avoir tenu mon petit frère nouveau-né lorsque j'étais enfant. En grandissant, j'ai toujours su qu'il était différent, mais c'est mon frère, je l'aime et je ne le changerai pas. Il est honnêtement l'un de mes meilleurs amis et le fait d'avoir un frère atteint du syndrome de Down, surtout un frère comme lui, a fait de moi une meilleure personne. Le mois dernier, mes parents ont quitté la ville pour quelques jours et ils m'ont demandé si je pouvais rester avec mon frère et m'occuper de la maison. Bien qu'il soit atteint du syndrome de Down, il n'est pas totalement impuissant, mais il ne peut pas vraiment se débrouiller seul comme ça. Alors bien sûr, j'ai accepté et j'ai apporté ma PS5, des jeux, des snacks et des bières. J'ai demandé à ne pas travailler pendant quelques jours et je me suis dit qu'on allait s'amuser comme quand on était enfant. On s'est bien amusé et on a discuté le premier jour en jouant à tour de rôle à Elden Ring et j'ai commencé à lui demander s'il aimerait avoir une copine comme dans le jeu. Mon frère est devenu super triste d'un coup et je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a dit « Je n'aurai jamais de petite amie ». On en a parlé un peu et il était très déprimé parce qu'il n'avait jamais eu de petite amie et qu'il ne pensait pas en avoir une un jour. On en a parlé, il était vraiment triste et j'ai décidé que, merde, on pouvait lui trouver une fille. J'ai appelé quelques personnes que je connaissais et qui étaient dans ce genre de choses pour voir si elles connaissaient quelqu'un. Un de mes amis avait le numéro d'une fille, alors je l'ai appelée. Elle a été super gentille et compréhensive à propos de la situation et elle a dit qu'elle serait ravie de faire passer un bon moment à mon frère pour son tarif habituel. Elle avait un cousin atteint de trisomie 21,
elle était donc très compréhensive. J'ai dit à mon frère que je paierais une fille pour qu'elle vienne s'amuser chez lui à condition que nos parents meurent sans savoir que j'ai engagé une prostituée pour venir chez eux. Il a accepté. J'ai donc organisé la venue de la fille, j'ai rasé et douché mon frère pour son rendez-vous. Elle est arrivée très bien habillée et très sexy. Je ne suis pas un chef cuisinier, mais j'avais acheté de la nourriture chez Olive Garden pour eux. Je les ai laissés faire leur truc pendant que je jouais à la PlayStation dans le salon. Ils ont fini par passer en montant dans sa chambre. J'ai mis mes écouteurs et j'ai continué à jouer. Finalement, ils sont redescendus et avaient tous les deux un grand sourire. Elle a traîné un peu avec nous, puis il était temps pour elle de partir. Je lui ai remis l'argent et un peu plus en guise de bonus. Elle a dit que mon frère était un amour et que j'étais un bon frère de faire quelque chose comme ça pour lui et qu'elle avait passé un bon moment. Elle m'a rendu la moitié de l'argent. Finalement, mes parents sont revenus et, heureusement, ils n'en savent rien, car ma mère, surtout, m'aurait probablement tué. Mon frère est très reconnaissant et m'a dit qu'il ne s'était jamais autant amusé. Je n'ai aucun regret. Je déteste ma sœur handicapée. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de taper ça en ce moment, ça me semble très réel. Et avant que vous ne le disiez, je sais. Je suis probablement l'un des pires êtres humains de cette planète. Il y a environ un an, ma sœur aînée, 27 ans, veuve et mère de 2 garçons, 8 et 5 ans, a décidé, malgré tous les avertissements, de se saouler comme une merde et d'écraser sa voiture contre un rocher à l'extérieur de notre ville. Elle a été transportée dans un service de soins intensifs, a passé des semaines dans le coma et s'est réveillée dans un état végétatif. Au cours de l'année écoulée, elle a lentement commencé à faire des progrès. À cause de cet accident, j'ai été obligé de quitter mon travail, de quitter mes amis, de déménager à l'autre bout du pays et de retourner vivre chez mes parents pour m'occuper d'elle et élever mes neveux. Je les aime beaucoup, mais je n'ai jamais voulu avoir d'enfants, surtout pas si on me les impose de cette façon. Elle a maintenant l'esprit d'une enfant, se dispute pour des choses stupides, ne peut pas cuisiner elle-même, pleure pour tout, ne sait pas lire, a des pertes de mémoire, est partiellement paralysée du côté droit, souffre d'aphasie et d'une multitude d'autres problèmes dont je suis l'aidant. Elle me dit à quel point elle est heureuse d'être en vie après un accident de voiture aussi grave. J'ai envie de crier que j'aurais préféré qu'elle meure. Ces garçons sont en dépression après avoir perdu leur père récemment et maintenant avoir une mère handicapée. Mes parents dépensent toutes leurs économies de retraite pour ces traitements. Je peux voir les années s'effacer de mon père et de ma mère à cause du stress. Je ne la traite pas différemment, je lui raconte toujours des histoires, je ris avec elle et je fais de mon mieux, mais je déteste ce que je ressens quand je la regarde. As-tu au moins pensé à tes garçons quand tu es monté dans ta voiture ? Elle sourit et ignore complètement la douleur qu'elle a causée à toute ma famille. Alors je suppose que c'est tout. C'est ma confession. J'ai une profonde et sombre haine et du ressentiment pour quelqu'un que j'aime. Et je ne le lui ferai jamais savoir. Mon ex-femme s'est suicidée lundi et je ne l'ai toujours pas dit à mes enfants, mais je le ferai samedi. Mon ex et moi avons divorcé il y a 6 ans. C'était un divorce horrible. Nos fils ont maintenant 9 et 13 ans. Nous vivons à 3 km l'un de l'autre et nous avons les enfants une semaine sur 2. Après le divorce, nous n'avons pas eu de véritable relation, si ce n'est pour parler des enfants, de l'emploi du temps et d'autres choses. Je n'avais aucune idée de sa vie personnelle et je ne m'y intéressais pas, et elle faisait de même avec moi. L'année dernière, elle a commencé à agir bizarrement. Elle a commencé à être plus bavarde et amicale avec moi. Je n'étais pas intéressé par une relation sociale avec elle. Lundi, je suis allé chercher les enfants à l'école pour ma semaine avec eux et elle m'a envoyé un SMS vers 20h pour me dire que j'étais la seule personne en qui elle avait confiance à 100% pour les enfants et que j'étais un père formidable, et elle m'en a remercié. Puis elle m'a dit de dire aux garçons qu'elle les aimait. C'était bizarre parce qu'elle appelait mon aîné pour lui dire bonne nuit tous les soirs où ils étaient avec moi, mais elle ne l'a pas fait ce soir-là. Je suis passé devant chez elle en allant travailler et j'ai remarqué que sa voiture était toujours garée dans la rue, mais j'ai supposé qu'elle travaillait à domicile ou qu'elle était malade.
Je lui ai envoyé un SMS le matin pour lui demander d'aller chercher le livre d'école de mon fils qu'il avait laissé chez elle, et plusieurs heures se sont écoulées sans qu'elle me réponde. C'était très étrange, car elle répondait dans les minutes qui suivaient si cela avait un rapport avec les enfants. J'ai commencé à m'inquiéter et je l'ai appelée. Encore une fois, je ne sais rien de sa vie sociale, je ne pouvais donc pas appeler ses amis car je ne connais aucun d'entre eux et ses parents vivent en dehors de l'État. Je lui ai laissé un message vidéo lui disant que si elle ne me rappelait pas ou ne m'envoyait pas de message avant 14 heures, j'irais chez elle pour m'assurer qu'elle allait bien. J'ai quitté le travail tôt et je suis allé chez elle. Il y avait des paquets à sa porte, ce qui était un autre signal d'alarme. Elle ne laissait jamais de colis sans surveillance à l'extérieur. J'ai appelé, envoyé des SMS et frappé à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suis entré et je l'ai appelée. Je suis entré dans sa chambre et j'ai vu un corps avec une grande tache de sang sur sa chemise et quelque chose qui ressemblait à un téléphone dans sa main. Ce n'était pas un téléphone. C'était un pistolet et elle s'était tiré une balle dans le cœur. J'ai appelé la police qui m'a interrogé pendant 3 heures et m'a dit qu'elle allait contacter ses parents car je n'étais plus le plus proche parent. J'ai dû aller chercher mes enfants et j'ai gardé un visage de pierre car je n'avais pas encore digéré la situation. Mercredi, mon aîné a commencé à se plaindre que sa mère ne répondait pas à ses SMS et a exigé que je l'emmène chez elle, qui est toujours recouverte de rubans adhésifs. Il pense qu'elle ignore ses textos ou que son téléphone est cassé et veut lui dire de le réparer. J'ai demandé à parler à son directeur en privé et je lui ai dit qu'il manquerait l'école la semaine prochaine. Il m'a demandé ce qui pouvait bien être si important pour qu'il manque une semaine d'école. Je lui ai dit que sa mère venait de se suicider l'autre jour et que je ne lui avais encore rien dit. Sa mère m'appelle constamment pour me demander de parler aux garçons, mais je lui ai dit que je ne leur avais pas encore dit parce que les choses allaient trop vite. Mon aîné sent qu'il s'est passé quelque chose et maintenant mon fils de 9 ans le sent aussi. Mon fils de 13 ans exige que nous allions chez sa mère et a même menacé de quitter l'école si je ne le faisais pas. L'enfant de 9 ans n'a pas voulu que je le dépose à l'école et a fait une crise. J'ai décidé de leur raconter ce qui s'est passé samedi parce que je ne suis pas prête à faire face à la folie qui m'attend. Mon fils de 13 ans va péter les plombs. Je photoshop toutes les photos de ma mère. Ces dernières années, ma mère a vraiment eu du mal à s'en sortir. Lorsqu'elle est entrée dans la ménopause, elle a pris du poids et, quels que soient ses efforts ou son régime, elle n'arrive pas à le perdre. C'est une personne merveilleuse, belle à l'intérieur comme à l'extérieur, mais je voyais bien qu'elle en souffrait. J'ai donc commencé à retoucher, légèrement, les photos que je prenais d'elle avant de les envoyer à qui que ce soit ou de les imprimer. Je les retouche légèrement ici et là, je les remodèle et j'atténue quelques rides, rien de radical, mais c'est suffisant. Depuis que j'ai commencé à le faire, elle est plus confiante et a cessé de faire des remarques négatives sur les photos où elle figure. Elle aime à nouveau figurer sur les photos avec tout le monde. Cela m'a vraiment aidé. Je n'en ai parlé à personne et ne le ferai jamais. J'ai été attiré par des mineurs pendant un certain nombre d'années et cela a ruiné ma vie. Je tiens à préciser dès le départ que je n'ai jamais touché ou blessé un enfant et que je ne le ferai jamais. Une remarque évidente pour des raisons évidentes. Tout a commencé vers l'âge de 15 ans, lorsque j'ai commencé à être attiré par les filles de mon entourage, j'ai eu une puberté très tardive. En grandissant, au lieu que mon attirance grandisse en fonction de mon âge, elle n'a jamais bougé, ce qui m'a conduit à être continuellement attiré par des filles de cet âge. Lorsque j'étais mineur, ce n'était pas un problème majeur, mais lorsque je suis devenu adulte, ça l'est devenu. Lorsque j'ai eu 19 ans, j'ai pris la décision de devenir essentiellement un reclus. Je ne voulais faire de mal à personne, mais de nombreuses émotions se bousculaient en moi. J'avais des pulsions que je contrôlais mal, et c'était une mission de tous les jours que d'éviter d'y donner suite. Un jour, alors que je parlais à la fille d'un ami, les pulsions m'ont presque submergé. J'ai failli craquer. C'est à ce moment-là que je me suis renfermé sur moi-même. Je ne sortais que lorsque je savais que les enfants étaient à l'école ou qu'ils ne seraient pas dans la rue, après la tombée de la nuit. J'évitais les médias impliquant des enfants. J'évitais les livres impliquant des enfants. La plupart du temps, je ne sortais pas du tout, mais seulement après la tombée de la nuit, voire pas du tout.
J'ai accepté des emplois où je pouvais travailler de nuit, afin de ne pas avoir à être en contact avec des enfants. Cela a fait de ma vie un véritable enfer. Je devenais anxieux si quelqu'un se présentait à la porte, au cas où il s'agirait d'un enfant. J'ai continué à travailler, mais mes performances étaient médiocres. Cela m'a souvent valu d'être renvoyé ou de faire l'objet de mesures disciplinaires. Personne d'autre ne savait ce que je vivais. Par la force des choses, j'ai dû endurer cette situation seul. Il y a environ 7 ans, j'ai trouvé un psychologue. C'était devenu trop dur et il fallait que j'en parle à quelqu'un. Au cours des 6 mois qui ont suivi, nous avons découvert que mes sentiments sexuels étaient dus au fait que j'avais été victime d'abus sexuels à un jeune âge. Ces abus étaient fréquents et souvent violents. Il s'est avéré que j'avais refoulé la plupart de ces abus. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Cependant, la découverte a conduit à cette révélation. Au cours de 3 années de traitement bi-hebdomadaire, mes sentiments à l'égard des mineurs ont commencé à s'estomper. Lentement, mais sûrement, j'ai commencé à aller mieux. Je dois la vie à mon psychologue, littéralement. J'étais au bord du suicide avant de commencer à le voir. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je n'ai plus d'attirance pour les mineurs. J'ai une vie beaucoup plus normale. Je peux sortir pendant la journée sans être anxieux. Je peux parler aux enfants sans aucune envie. Je suis à peu près normal. Je dois encore faire face aux répercussions de mes périodes sombres, mais les périodes sombres elles-mêmes sont terminées. Je suis marié et j'ai un petit garçon en route. Le processus de traitement est tellement libérateur. Je ne peux même pas le décrire maintenant. C'est mon psychologue qui m'a suggéré d'écrire tout cela. Il pense que cela m'aidera dans mon processus de guérison. Nous sommes riches mais personne ne le sait. Nous avons vendu notre entreprise cette année. Nous avons la cinquantaine. Valeur nette de plus de 10 millions de dollars. Nos enfants, adolescents, n'en ont aucune idée. Nos frères et sœurs n'en ont aucune idée. Nos parents sont décédés. Personne d'autre n'est au courant, à l'exception de notre banquier. Nous vivons avec de faibles revenus, faisant toujours nos courses chez Walmart et Target. À un moment donné, nous achèterons peut-être une grande maison au bord d'un lac ou d'une rivière, entre 2 et 3 millions de dollars, parce que pourquoi pas. Mais pour l'instant, nous sommes heureux d'être à la retraite, de ne pas faire étalage de notre richesse et de vivre une vie tranquille, au volant d'une vieille Honda et d'une vieille Toyota. Nous sommes minimalistes et aimons désencombrer notre maison des biens matériels. C'est bien d'écrire cela, pour que de nombreux inconnus sur Internet puissent le voir. Je ne peux ni ne veux le dire à personne d'autre. Merci. Je suis allé dans un gloriole hier. Je n'ai légitimement aucune idée de qui m'a fourni le service. Je suis hétéro mais je passe la Saint-Valentin seul après mon divorce et je n'ai pas fait l'amour depuis presque 1 an. Le divorce a été prononcé il y a 4 mois. J'ai donc décidé de voir si les glorioles existaient vraiment et s'ils n'étaient pas un mythe du porno. Après avoir parcouru le web, j'ai trouvé l'emplacement supposé d'un gloriole dans un magasin local de vidéos pour adultes, ainsi qu'une phrase de code pour y accéder. Apparemment, c'était gratuit et juste pour le plaisir. J'ai décidé de tenter ma chance, parce que pourquoi pas. J'y suis allé et j'ai maladroitement dit la phrase de code à la caissière. Elle m'a répondu « Oh, c'est par ici ». Et elle m'a conduit vers les cabines de visionnage. Elle m'a ouvert la porte d'une cabine sur laquelle il y avait un panneau « Fermé pour maintenance ». La salle voisine portait le même écriteau. Je suis entré et elle m'a dit « Amusez-vous bien ». Il y avait un porno de gloriole qui passait à la télé et, bien sûr, un trou dans le mur. J'étais anxieux et l'idée qu'il y ait un mec me faisait peur, alors je n'ai pas regardé pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Lorsque j'ai ouvert la fermeture éclair, j'ai vu une langue passer par le trou et s'agiter un peu avant de ressortir. Il y avait bien quelqu'un. J'avais l'impression d'être allé trop loin et j'étais super excité. Je me suis approché et j'ai mis mon matos dans le trou et presque immédiatement une main m'a attrapé et a commencé à m'enduire de lubrifiant et à me caresser. Honnêtement, ils m'ont fait la meilleure pipe que j'ai jamais connue. Après avoir repris mon souffle et m'être ressaisi, j'ai fait face à la clarté et à la honte, j'ai remonté ma fermeture éclair et j'ai quitté la pièce. En sortant, j'ai revu la caissière.
Elle m'a souri, m'a fait signe et m'a dit « Revenez ». Je me sens très nerveux et je vais faire un test de dépistage des MST pour m'assurer que je n'ai rien attrapé. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je referai un jour, mais c'était vraiment bien, à part l'inquiétude au sujet des MST, la honte et l'inquiétude de savoir si c'était un mec ou pas, parce que je ne sais vraiment pas. J'ai été franchement choqué lorsqu'on mari m'a dit qu'il aimait l'idée du pegging et qu'il voulait l'essayer. C'est un homme très masculin, pas du tout le genre que l'on pourrait imaginer intéressé par ce genre de choses. Je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai vu me baiser, ça n'a pas l'air dur très difficile et ce n'est pas moi qui prends. Nous sommes allés au sex shop, nous avons acheté une sangle, du matériel de bondage et beaucoup de lubrifiant, et nous avons tenté le coup. On a eu du mal à l'introduire, mais on a fini par y arriver. Il avait l'air content et une fois qu'il s'est détendu, j'ai commencé à m'occuper de lui. Il était attaché et avait un bâillon. Ce qui est nouveau, mais c'est ce qu'il voulait. J'ai commencé à m'y mettre et à m'acharner sur lui. Il gémissait très fort et avait plusieurs orgasmes d'après ce que j'ai pu voir, mais il a fini par secouer la tête pour me dire qu'il était temps d'arrêter. J'ai donc lentement retiré la lanière et du caca liquide a jailli de lui comme une rivière. Partout sur notre beau lit, sur nos draps, sur la serviette sexuelle que nous avions posée et sur mes jambes et mes pieds. Cela ne s'arrêtait pas de sortir, alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pensé, j'ai remis le gode en place pour arrêter le flux, ce qui l'a fait crier très fort derrière son bâillon et n'a fait que faire couler lentement le caca. Ensuite, j'ai vomi, sur son dos et son cul, et il a vomi sur le bâillon et s'est presque étouffé avec son propre vomi, mais heureusement, j'ai pu le libérer pour qu'il puisse respirer, mais bien sûr, il a continué à vomir et à bâillonner, tout comme moi, jusqu'à ce que nous ayons tous les deux fini. Nous étions tous les deux en larmes, en pleurs et en état de choc. Il m'a faiblement demandé de le détacher, alors j'ai essuyé la merde et le vomi sur mes mains et je l'ai fait, puis j'ai lentement retiré le gode. Nous sommes restés tous les deux un moment à pleurer et à nous étouffer de temps en temps. Il a dit, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je lui ai dit qu'on allait se faire foutre, qu'on allait tout enlever, tout jeter et tout nettoyer du mieux qu'on pouvait. Nous avons tous les deux sauté dans la douche pour nous laver, puis j'ai ouvert la porte de la chambre pour aller chercher des sacs poubelles. Notre chien était à la porte et nous a dépassés. Il s'est précipité dans la chambre et, avant que je puisse l'arrêter, il a immédiatement commencé à lécher le mélange de diarrhée, de vomi, de lubrifiant et de sperme. J'ai attrapé le chien et l'ai envoyé dehors, nous avons tout mis dans des sacs, nous avons enlevé le protège-matelas pour le laver et jeter les sacs à la poubelle, nous avons nettoyé le tapis à l'endroit où il s'était répandu. Puis nous nous sommes douchés, brossé les dents, refait le lit, vaporisé du désodorisant et allumé des bougies. Pendant tout ce processus, qui a duré des heures, nous avons tous les deux craqué et pleuré à plusieurs reprises. Nous nous sommes endormis sans jamais nous dire un mot et nous nous sommes à peine parlé ce matin avant le travail. Je ne l'ai pas encore vu mais je ne sais pas ce qu'il ressent ou si notre mariage va bien maintenant. Honnêtement, je suis encore dégoûté par toute cette expérience et je ne sais pas si je pourrais me résoudre à refaire ça un jour. Ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que j'ai réalisé que les gens se douchent tous les jours. Je n'en avais aucune idée. Je prenais un bain 1 ou 2 fois par semaine et je pensais que c'était la norme. Ce n'est que lorsque je suis allé dans un internat que j'ai réalisé que les gens se douchent généralement tous les jours. Le fait est que j'ai grandi dans un endroit assez isolé, dans un pays étranger, avec seulement ma sœur et ma mère alcooliques. Ma mère ne faisait pas le ménage et ne préparait pas les repas, elle se contentait de boire. Ma sœur et moi ne savions pas vraiment ce que faisaient les familles normales. Aussi loin que je me souvienne, je cuisinais ce que je pouvais, je lavais mes propres vêtements, si ma mère était trop fatiguée, je me rendais à l'école à vélo, environ 5 miles dans des collines escarpées, et je me débrouillais en général tout seul. Je ne savais pas à quelle fréquence les gens changeaient les draps ou se brossaient les dents. Des choses simples que l'on apprend généralement de sa famille ont été oubliées. Je ne savais même pas comment faire la vaisselle à la main, puisque nous avions un lave-vaisselle. C'était un moment étrangement embarrassant de constater à quel point j'avais vécu différemment avant l'internat. J'ai appris à ouvrir des bouteilles avec une paire de clés pour ma mère pendant qu'elle conduisait, avant d'apprendre qu'il ne faut pas boire et conduire. Je savais que nous avions grandi un peu différemment, mais l'entrée dans le monde normal m'a ouvert les yeux.
J'ai beaucoup de mal à garder le secret sur mon adoption. Je suis le père adoptif de mon fils depuis qu'il a 5 ans et il en a maintenant 9. Il a traversé beaucoup d'épreuves et a fait des progrès significatifs. Je suis très fier de lui. J'ai essayé de l'adopter officiellement et j'ai dépensé plus de 30 000 $ au cours des 2 dernières années pour y parvenir. Il n'en a aucune idée. Le travailleur social est venu me rendre visite et je lui ai dit que c'était pour voir comment il allait, mais il était inquiet que je me débarrasse de lui, alors il a été très anxieux et collant, mais j'ai été un peu émotive aussi. Je vais faire signer et sceller les papiers par mon avocat ce jeudi, quand ce crétin de juge reprendra le travail. Je veux le surprendre en lui montrant qu'il est officiellement mon fils, même s'il l'a toujours été et le restera. J'ai pensé lui annoncer la nouvelle dans son restaurant préféré ce samedi avec son oncle, sa tante et ses cousins. Garder ce secret est plus difficile que l'adoption elle-même. Je suis responsable de la mort de plusieurs personnes. Il y a environ 4 ans, j'étais vendeur sur le Darknet. Cela a duré relativement peu de temps, je le faisais simplement parce que j'étais trop paresseux pour trouver un emploi et qu'à l'époque, je ne voulais pas me contenter d'un travail de 9 à 5. Je voulais créer ma propre entreprise et utiliser l'argent de la drogue pour démarrer. Je me suis drogué moi-même pendant des années, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu du deal et j'ai fini par commencer à dealer moi-même. Comme je suis très anxieux, je détestais rencontrer des gens dans les parkings et je ne voulais surtout pas que l'on sache où je vivais. C'est alors que j'ai lu un article sur la route de la soie et sur l'arrestation de Ross Ulbricht. L'idée m'a obsédé, tout comme l'apprentissage de l'obsèque, dans le but d'utiliser mes relations pour ouvrir mon propre magasin. Après quelques mois, c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré mon magasin avec 3 drogues, de la kétamine, de la méthamphétamine et de l'herbe d'extérieur que mon ami se procurait pour un prix dérisoire. Tout s'est bien passé pendant quelques mois, j'ai eu quelques milliers de dollars volés lors d'une escroquerie à la sortie, mais j'avais environ 25 000 $ d'économie à ce moment-là, donc ça n'a pas ruiné ma vie comme l'ont fait quelques vendeurs que je connaissais. Finalement, j'ai rencontré un dealer local qui ne venait en ville qu'une fois par semaine, mais qui avait tout ce que je voulais. Mescaline, LSD, champignons, PCP, et même du fentanyl. À l'époque, les gens ne coupaient pas vraiment l'héroïne avec du fentanyl. Je veux dire, je suis sûr que les gens en faisaient beaucoup, mais ce n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Les gens prenaient simplement du fentanyl. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai mis toutes mes adresses dans une feuille de calcul Excel avec leur nom, leur code postal, leur commande, ainsi que le montant. À l'époque, je vendais de la mescaline en poudre super blanche. Le fentanyl était également une poudre blanche. La consistance était très similaire. Pour faire court, mon Excel a merdé, ou j'ai merdé, et les commandes de mescaline d'environ 7 personnes ont été remplacées par des commandes de fentanyl. Elles ont toutes été envoyées, je ne l'ai pas remarqué et j'ai continué à faire mon travail pendant quelques jours. Après environ 5 jours, quelqu'un m'a contacté et m'a dit que son ami était mort à cause de ma mescaline. J'ai immédiatement dit que c'était des conneries, et je suis allé vérifier mon journal de commande pour évaluer la quantité de mescaline qu'il me restait. Eh bien, j'avais environ 11 grammes de plus que je n'aurais dû. Je ne sais toujours pas comment cela a pu se produire. Je n'étais pas un consommateur, mais j'étais définitivement défoncé au DAB. J'ai vérifié mon journal de commande sur le marché pour voir si quelqu'un avait finalisé son achat, et quelques-uns l'avaient fait, mais aucun pour un jour précis. Y compris la personne qui m'a envoyé un message. Aucune personne ayant acheté de la mescaline ce jour-là n'avait finalisé sa commande. Le marché sur lequel je me trouvais avait également une fonction permettant de voir la dernière activité des utilisateurs, et aucun d'entre eux ne s'était connecté depuis au moins 3 jours. Le plus souvent, il s'agissait de 2 jours. J'ai immédiatement désactivé mon compte vendeur. Je n'ai même pas eu besoin de confirmation, je savais ce qui s'était passé. Je savais que je venais de tuer plusieurs personnes. J'ai vendu le reste de ma drogue, j'ai converti mes bitcoins en cash et j'ai déménagé. Je n'ai parlé à personne pendant des semaines. J'ai trouvé un travail dans un restaurant, je vis dans une ville que j'ai toujours voulu. Je n'ai pas touché à la drogue depuis ce jour. Je n'ai plus rien à voir avec cette vie depuis lors. Je pense encore à eux. Tous les soirs. J'ai sauvegardé leur nom et j'ai fait une recherche sur Google quelques jours plus tard.
J'ai pu trouver des informations sur 4 clients qui étaient bel et bien décédés. L'un d'entre eux les a communiqués à un ami. Ils sont tous les deux morts. Je ne sais pas pourquoi je poste ce message, principalement parce que je n'ai personne à qui le dire, et même si c'était le cas, je ne pense pas que je pourrais le faire. Je passe mes journées à être sobre. Je pointe au travail. Je pointe à la sortie du travail. Je rentre à la maison. Je joue à des jeux vidéo. Je suis complètement reclus. Les gens que je connaissais ont pris énormément de distance, et je sais que c'est parce que je ne suis plus qu'une coquille vide. Je n'y peux rien. Pourrais-je en parler à un thérapeute? Je n'ai pas l'impression de mériter d'être en vie. Est-ce que je vis vraiment de toute façon? Je ne sais même plus. Peut-être que cela m'aidera à me sentir mieux. Je suis mourant mais je ne l'ai dit à personne. On m'a diagnostiqué un cancer il y a un peu plus de 2 semaines, à la suite d'un examen médical régulier. Il s'avère que j'ai une tumeur au côlon qui s'est propagée à d'autres régions, foie et poumons jusqu'à présent, et qui nécessitera une chimiothérapie et une chirurgie lourde si je veux avoir une chance de vivre plus de 8 mois. Je ne suivrai aucun traitement et je n'en ai pas parlé à ma femme, car elle ne ferait que me pousser à suivre le traitement, ce qui entraînerait des mois de douleur et de souffrance pour une chance relativement faible. Au lieu de cela, je fais en sorte que nos derniers mois ensemble ne soient remplis que de bons souvenirs. Je commence à travailler plus tard et termine plus tôt chaque jour, pour lui préparer son petit déjeuner au lit et l'emmener en rendez-vous le soir. Le propriétaire chez qui je loue mon atelier a accepté de me laisser gérer mon entreprise sans loyer pour les 6 prochains mois, ce qui signifie beaucoup moins de stress financier et je peux épargner beaucoup plus, pour qu'elle ait quelque chose pour la suite. J'espère qu'elle me pardonnera de m'être engagé dans cette voie. J'ai couché avec les 2 partenaires d'un couple marié. Aucun d'entre eux ne sait que l'autre le trompe. La femme ne sait pas que le mari aime les hommes. La femme est venue me voir en premier mais je n'ai pas couché avec elle par respect pour son mari, jusqu'à ce qu'il m'envoie un message sur Grindr et que je réalise qu'ils sont aussi mauvais l'un que l'autre et que je peux bien m'amuser un peu avec ça. Je leur dirai peut-être un jour, mais le sexe est amusant. La femme que j'ai épousée n'est pas celle que j'ai le plus aimée. Je suis avec ma femme depuis 14 ans. Elle est une épouse, une partenaire et une mère extraordinaire. C'est une femme formidable et je suis heureux de la belle famille que nous avons fondée. Cela dit, mon seul véritable amour est une femme avec laquelle j'étais juste avant de rencontrer ma femme. Cette femme et moi sommes sortis ensemble pendant 3 ans. Elle a changé ma vie par son amour. Elle m'a fait découvrir tant de choses. Lorsque nous étions ensemble, tout était électrique. Je pouvais l'écouter parler pendant des heures et j'étais captivé par elle. Elle était la seule personne en qui j'avais suffisamment confiance pour lui confier mon cœur. Même avec ma femme, je ne peux pas le faire. Elle était mon partenaire idéal. Compatible en tout point. Personne ne m'a fait rire comme elle, ne m'a fait ressentir un bonheur pur et absolu comme elle, et je n'ai jamais été avec un amant avec lequel je me suis senti aussi physiquement et émotionnellement connecté qu'avec elle. S'il existe des âmes sœurs, elle était la mienne. Pendant le peu de temps que nous avons passé ensemble, nous avons planifié nos vies ensemble pour toujours. Malheureusement, elle a dû quitter le pays. Ses parents ont été victimes d'un accident qui a coûté la vie à son père et laissé sa mère dans le besoin. J'étais engagé dans l'armée, tout juste sorti de l'université, et je ne pouvais pas l'accompagner. Nous avons essayé de faire en sorte que cela fonctionne, mais il est devenu évident que nous ne serions pas ensemble avant 3 ans. Elle s'est repliée sur elle-même après l'accident et m'en a voulu de ne pas pouvoir être avec elle. Je sentais que la séparation nous détruisait lentement, alors je l'ai libérée. Cela m'a brisé, mais il me semblait que c'était la meilleure chose à faire pour nous deux. Je pense que je n'oublierai jamais le temps que nous avons passé ensemble. Même si j'aime beaucoup ma femme, je sais que l'amour qui nous unit n'est pas aussi réel que celui qui nous liait, mon ex et moi. J'ai épousé ma femme par commodité et j'ai fini par l'aimer. Il y a quelques années, j'ai repris contact avec mon ex. Elle est également mariée et a des enfants, mais elle n'a jamais oublié et est toujours amoureuse de moi et souhaite que les choses aient pu être différentes. Nous parlons parfois, rien n'est jamais inapproprié,
je choisirais bien sûr ma femme et ma famille plutôt qu'elle à tout moment, mais si je la revoyais en personne, je mentirais si je disais que je ne crains pas que quelque chose d'inapproprié ne se produise. J'ai des conversations avec mon fils décédé dans la voiture. Mon fils de 13 ans est mort au Pérou après avoir été pris dans un tourbillon. Nous étions en vacances. Sa mère, mon ex, m'a blâmé pour sa mort et notre autre fils me blâme aussi, alors il ne me parle pas. Il a maintenant 13 ans. Je ne le force pas à me voir. Lorsque je rentre du travail en voiture, je fais semblant de parler à mon fils de sa journée à l'école, du genre de musique qu'il veut écouter, de ce qu'il veut pour le dîner, etc. C'est pourquoi je n'ai pas acheté de nouvelles voitures. Il y a trop de souvenirs. En tant que mari et père, j'ai l'impression de n'être qu'un porte-monnaie et que personne ne me respecte ni ne reconnaît ma contribution. Je suis marié depuis 8 ans. J'ai 30 ans, ma femme en a 33. Nous avons 2 enfants, un garçon, 5 ans, et une fille, 3 ans. Je me lève tous les jours de la semaine à 4 heures du matin. Je nettoie le bac à litière, je promène le chien, je balaie la maison, pas d'aspirateur parce que tout le monde dort encore. Je plie les vêtements qui ont séché pendant la nuit dans le sèche-linge. Je vérifie les paniers à linge des enfants et je commence de nouvelles lessives. Je vais courir 3 miles dans l'obscurité à 5 heures du matin. Je suis douché et sur la route à 6 heures. Je fais la navette pendant 1h30 pour me rendre à un travail qui ne m'enchante pas particulièrement, mais que je fais bien et qui est bien payé. Je préférerais être à la maison en train de construire des meubles et d'apprendre à être chef cuisinier. Officiellement, je travaille de 8h à 17h, mais nous finissons rarement au bureau avant 18h30. Je fais encore 1h30 de route pour rentrer chez moi. Lorsque je rentre, la maison est en désordre. Il n'y a pas de dîner. Je suis affamé. Ont-ils mangé? Oui, ils ont mangé. Uber Eats. Ils ont commandé quelque chose pour papa? Peut-être, si j'ai de la chance. La femme sera sur son téléphone. La fille dort parfois, parfois non, le fils dort parfois, parfois non. J'aimerais passer du temps avec eux, mais j'ai besoin de manger. Un bol de céréales ou un dîner devant la télé suffira. Je vérifie la machine à laver. Le linge de ce matin est toujours là, et une énorme pile qui n'a même pas été entamée se trouve à côté de la machine. Je mets la première brassée dans le sèche-linge et commence les suivantes. Ma femme me fait la leçon en me disant à quel point sa journée a été stressante et difficile. Comment cela peut-il être difficile alors que j'ai engagé une nounou pour la journée? Oh, elle veut dire des drames stressants avec ses amis. Oh oui, parle-moi de la garce qu'est Brenda, de la mère parfaite qu'elle pense être et de sa fausseté. C'est très intéressant. Oui, une pipe, ce serait génial. Oh, attends, tu n'as pas dit pipe, tu as dit facture, comme la facture pour toutes les choses que tu as commandées sur Amazon aujourd'hui. Elle me dit que je n'ai jamais le temps de m'occuper d'eux, que je suis un père absent et que je dois augmenter ma contribution à la maison. Eh bien, ce week-end, je dois tondre la pelouse, peindre le garage et faire toutes sortes d'autres tâches que tu insistes pour que je sois le seul à faire. Je suis désolé si je ne suis pas d'eux et que je ne peux pas aller jouer avec vous et aller à des brunchs au champagne où vous vous poignardez dans le dos. Et où vous vous dites à quel point vous êtes courageuse et travailleuse pour être assise dans un restaurant à payer 50 $ pour une assiette de nourriture, à midi un jour de semaine pour un déjeuner de 3 heures et pour faire du yoga ensuite. Je suis désolé de ne pas pouvoir être comme la famille dans la publicité et de ne pas sourire tout le temps. Quelqu'un doit payer pour la maison sur laquelle vous avez insisté, les 4x4 sur lesquels vous avez insisté, l'école sur laquelle vous avez insisté, les vêtements à la mode sur lesquels vous avez insisté, les produits biologiques sur lesquels vous avez insisté, le salon de coiffure et les rendez-vous chez le manucure sur lesquels vous avez insisté. Merci de me traiter d'égoïste parce que je consacre du temps à moi-même lors de mes courses de 3 km. C'est la seule chose que je puisse faire pour moi, merci, et c'est pendant que tu dors. J'aimerais vraiment que tu ne me traites pas avec condescendance lorsque tu parles de moi à tes amis, comme si j'étais obsédé par ma carrière et que c'était pour ça que tu étais coincé dans ton rôle de super maman. Tu sais déjà que je suis heureux avec un appartement et des voitures d'occasion,
que j'achète nos vêtements chez Kiabi et que j'ai un travail qui me permet d'être à la maison pour voir mes enfants. Pourquoi vous et la nounou êtes-vous si occupés que vos efforts combinés ne vous permettent pas de mettre le linge dans le sèche-linge et d'appuyer sur un bouton? Pourquoi laissez-vous la vaisselle dans l'évier pour que je la fasse après mon retour à la maison? Si tu veux que je continue à travailler à 160 000 € par an pour financer ton style de vie, c'est très bien, je suis ton mari et c'est pour cela que j'ai signé. Je suis ton homme et c'est mon travail de te soutenir. J'aimerais que tu agisses comme si tu étais de mon côté, que tu comprennes que je veux être à la maison, mais si tu veux toutes les choses que tu insistes sur le fait qu'elles ne sont pas négociables, il faut que quelqu'un aille les payer, parce que cette merde n'est pas gratuite. Le fait est que tout cela serait plus acceptable si tu disais simplement merci, Mike, je sais que tu travailles dur pour nous et que tu fais ta part pour que le train continue à rouler. Au lieu de cela, tu brosses un tableau sur les réseaux sociaux comme si tu te creusais la tête et que j'étais juste en train de jouer au golf au lieu de me demander à chaque seconde si je gagne assez d'argent pour soutenir le style de vie que tu veux et auquel tu as droit. Tu me dépeins comme si j'étais centré sur moi-même alors que je veux être centré sur nous tous, faire partie de la bulle dont tu m'empêches de sortir. Pourquoi t'en veux-tu autant quand notre fils dit qu'il m'aime, qu'il m'apprécie et qu'il veut passer du temps avec moi? Pourquoi détestes-tu que notre fille veuille rester debout, me regarder manger et me parler? Je suis un mari et un père. Je suis un bourreau de travail. C'est la vie. Je t'ai dit ce que je ressentais, mais tu me dis que je suis fou et que je pleure. Je ne pense pas que te demander de commander quelque chose pour moi si tu vas dépenser de l'argent pour le dîner soit déraisonnable. Si tu veux vraiment m'impressionner, prépare quelque chose à manger pour nous tous. Le mariage est un partenariat. J'ai l'impression de faire plus que la moitié du travail. Ce n'est pas grave. Mais j'ai besoin que tu ne m'éclaircisses pas et que tu ne me traites pas comme si je ne faisais rien alors que tu fais tout. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas ton père, mais j'ai l'impression d'avoir obtenu la garde de toi et de nos enfants et d'être traité comme de la merde. S'il te plaît, arrête de lever les yeux au ciel comme si c'était un scandale quand j'essaie de jouer de la guitare et de chanter avec nos enfants. Ils adorent ça. Tu n'es pas obligé de le faire, mais s'il te plaît, ne les encourage pas à se moquer de moi. Ce n'est pas un concours. C'est un mariage. Je fais ma part, tu fais la tienne. Ton rôle ne devrait pas être de rire de mon rôle. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans mon cas et je voulais juste partager ce que je ressens et vous dire que vous n'êtes pas seul. Je suis resté immobile pendant que ma femme a essayé de tuer notre fils. J'étais heureux qu'elle le fasse. Je n'ai toujours aucune idée de ce que je ressens, même après toutes ces années, mais je le soumettrai au jugement des masses. Je sais que je me suis trompé sur certains points, probablement sur beaucoup de points. J'ai essayé de faire de mon mieux. Mon fils était très différent. Vraiment très différent. Si vous avez vu le film Il faut qu'on parle de Kevin, cela vous aidera vraiment à comprendre ce dont je parle, parce que je jure devant Dieu que lorsque j'ai regardé ce film, j'ai cru que je regardais un documentaire sur ma vie, j'avais l'impression que le scénariste devait avoir des caméras cachées dans ma foutue maison, tellement c'était fidèle à la réalité. La seule différence est que dans le film, le garçon paraît normal à son père et ne révèle sa vraie nature qu'à sa mère, alors que mon fils n'avait pas ce masque. Son comportement dément était le même avec tout le monde. Dès le jour de sa naissance, mon fils est sorti du lot. Il était prévu, ma femme et moi avons essayé d'avoir un enfant et nous étions ravis de sa naissance. Il était désiré et aimé. Nous l'avons comblé d'affection et avons vraiment essayé de lui offrir une enfance heureuse. Mais dès le jour où nous l'avons ramené de l'hôpital, il a été malheureux. Il a pleuré pendant 13 mois d'affilée. Je n'exagère pas, 13 mois sans interruption, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix et il a continué à pleurer, on pouvait voir son petit visage crispé et aucun son ne sortait, il était totalement enroué. Parfois, il pleurait littéralement dans son sommeil, je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un autre enfant capable de faire cela. Nous l'avons amené chez des médecins, des spécialistes, nous avons essayé de changer son alimentation, nous l'avons pris dans nos bras, nous l'avons bercé, nous avons utilisé des jouets, nous avons écouté de la musique, nous avons utilisé des mobiles, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Rien n'a fonctionné. 13 mois de grincement,
de grincements, d'enfer sans sommeil. Une fois qu'il a dépassé le stade des pleurs, nous pensions être sortis d'affaire. Mais il est rapidement devenu évident que, pour une raison inconnue, il était simplement en colère d'être en vie. Depuis que je le connais, je n'ai jamais vu ce gamin arborer un sourire authentique et joyeux. Je l'ai vu sourire de manière vicieuse et horrible à de nombreuses reprises, prenant un plaisir pervers à causer de la douleur ou de la souffrance ou à enfreindre une règle, mais un sourire de plaisir réel pour quelque chose d'agréable? Non, jamais. Pas une seule fois. Il ne s'intéressait à rien de positif, il était nourri par la haine, et tout ce qu'il faisait allait dans ce sens. Dès qu'il a su marcher, sa mission dans la vie a été de détruire des choses. Il cassait ou essayait de casser tout ce qui passait à sa portée, le brisait, le mâchait, le jetait dans les toilettes, tout ce qu'il pouvait. Au bout d'un certain temps, il a compris comment enlever sa couche et a pris un grand plaisir à chier et à pisser partout où il le pouvait. Au bout d'un certain temps, il a compris qu'il pouvait le cacher et a commencé à pisser et à chier dans des endroits qu'on ne trouverait pas tout de suite, à broyer les tapis, ce qui rendait le nettoyage encore plus difficile et rendait la maison puante. En grandissant, de 9 à 15 ans, il a pissé et chié dans notre lit, jusqu'à ce que nous ayons mis un verrou à notre porte et qu'il ne puisse plus y entrer. Ensuite, il a simplement chié dans le couloir devant notre chambre. Cette guerre biologique a commencé vers l'âge de 2 ans et demi et il n'en est jamais sorti. Je vais essayer d'accélérer le rythme car je pourrais en parler pendant des jours, mais à mesure qu'il grandissait, il devenait de plus en plus incontrôlable. Il mordait, donnait des coups de pied, criait, griffait et crachait sur tous ceux qui essayaient de faire quelque chose avec lui. Il a été renvoyé de l'école 2 fois avant l'âge de 9 ans, puis on l'a laissé revenir, puis on l'a renvoyé pour de bon, il a dû changer d'école. L'école suivante l'a placé dans une classe spéciale qu'il a tenue à l'écart des autres élèves. Nous avons dû installer une porte et une serrure dans la cuisine parce qu'il volait des couteaux et s'en servait pour creuser les murs et les meubles ou pour chasser les gens avec. À l'âge de 10 ans, il m'a donné un bon coup de couteau dans la hanche et le cul, j'en ai encore les cicatrices. En grandissant, il est devenu plus sombre. Il a commencé à mettre le feu à des objets et à torturer les animaux de la région. Il y avait un chien errant qui traînait dans le parc près de chez nous, mon fils l'a rendu aveugle d'un œil avec une fourchette à barbecue. Il trempait des queues de chat dans de l'essence et y mettait le feu. Il est devenu une bête violente, puante et vicieuse qui vivait dans notre maison. Nous ne pouvions rien faire contre lui. Je profite de l'occasion pour devancer le tsunami de messages. Oui, nous avons fait suivre au gamin une putain de thérapie. Il voyait un psychiatre 2 fois par semaine, et Dieu sait combien de médicaments différents lui ont été prescrits au fil des ans. Rien ne fonctionnait. La thérapie n'a pas fonctionné. Les médicaments n'ont pas marché. Rien n'a marché, putain. Il était comme un nuage empoisonné de haine et de fureur qui s'attaquait à tout ce qui se trouvait à sa portée. Lorsque mon fils a eu 16 ans, ma femme est tombée à nouveau enceinte. Je ne peux pas vous dire à quel point notre réaction a été différente. Au lieu de la joie, nous avons ressenti de l'horreur. Cette grossesse n'avait pas été planifiée et nous ne savions vraiment pas quoi faire. Mon fils avait été un tel cauchemar pendant 16 ans que nous ne pouvions pas supporter l'idée de recommencer depuis le début. Nous avons beaucoup parlé de l'interruption de grossesse, mais l'accès à l'avortement n'était pas aussi facile à l'époque qu'aujourd'hui, et ma femme y était très opposée. Nous avons envisagé de nombreuses options. Finalement, nous avons décidé que ma femme porterait le bébé et que, s'il s'avérait mauvais, nous le ferions adopter. Nous savions que nous ne pouvions pas recommencer avec un autre enfant comme notre fils. Nous avons vu une fille. Elle était normale. Soudain, nous avons vu ce que notre vie aurait dû être depuis le début, comment les choses auraient été si notre fils n'avait pas été lui-même. Elle riait de tout. Elle a été allaitée sans mordre, elle n'avait pas encore de dents de toute façon, mais on pouvait voir qu'elle essayait juste de manger, pas d'arracher le sein de sa mère. Au bout de 4 mois, elle faisait ses nuits. Elle était heureuse. Elle était normale. Je ne peux pas décrire le soulagement et le bonheur que nous avons tous les deux ressentis, je n'ai pas les mots pour le dire. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner de mon fils. Jusqu'à ce moment-là, quelles que soient les erreurs que j'ai commises, j'ai toujours essayé de faire ce qu'il y avait de mieux pour mon fils, j'en suis convaincu. J'ai essayé de l'aider, de l'aimer et de m'occuper de lui, j'ai vraiment essayé. Mais lorsque ma fille est née, ma femme et moi nous sommes instinctivement tournés vers elle.
Elle est devenue notre centre d'intérêt, non pas par méchanceté, mais simplement parce qu'elle était tellement plus facile. Elle était si heureuse et si douce que chaque moment passé avec elle était comme magique. Je comprends que ce n'était pas bien, mais nous n'avons pas pu nous en empêcher. Je n'ai pas de meilleure explication que celle-là. Mon fils ne s'était pas soucié de la grossesse de ma femme, je ne sais pas s'il l'avait vraiment compris, mais lorsque nous avons ramené notre fille à la maison, il s'est mis à agir encore plus violemment. Je ne pensais pas que c'était possible, mais il est monté d'un cran. À cette époque, il avait 17 ans et nous avions des crises de hurlements tous les jours. En général, après la dispute, il quittait la maison en claquant la porte et disparaissait pendant des heures, ou revenait le lendemain matin. C'était un soulagement. J'ai commencé à attendre avec impatience nos disputes parce qu'elles l'éloignaient de nous pendant un certain temps. Après la naissance de notre fille, ma relation avec mon fils a presque entièrement disparu, nos seules véritables interactions se résumant à des cris. Ma femme était encore pire avec lui, elle n'avait plus rien à craindre. À cette époque, si notre fils entrait dans la même pièce qu'elle, elle arrêtait tout ce qu'elle faisait et se mettait à crier « Fous-moi la paix ! Fous-moi la paix ! Casse-toi !» jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il a commencé à passer de plus en plus de temps hors de la maison, ce qui a été une bénédiction pour nous. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait dans le monde, mais nous étions heureux que cela ne nous soit pas infligé. En raison du comportement de notre fils, nous avions beaucoup investi dans les serrures de notre maison. Toutes les portes intérieures minces et bon marché de notre maison ont été remplacées par des portes en bois épais et résistants aux coups de pied, équipées de serrures à clés dont ma femme et moi avions les clés. Je sais que cela peut paraître extrême, mais les serrures et les portes lourdes étaient le meilleur moyen que nous ayons trouvé pour créer des espaces sécurisés contre lui. Et encore une fois, avant d'être inondé de messages, je n'enfermais pas mon fils dans des pièces comme un prisonnier, il était libre dans la maison et pouvait aller et venir à sa guise. Ma femme et moi nous enfermions nous-mêmes dans des pièces pour nous protéger de lui. Le jour en question, je m'étais disputé avec mon fils le matin et il avait quitté la maison en colère. Ma femme et moi étions en train de profiter d'un peu de calme dans la cuisine pendant que notre fille faisait la sieste dans notre chambre. C'est alors que ma fille s'est mise à pleurer. Tous les parents de jeunes enfants peuvent vous le dire, on s'habitue aux pleurs de l'enfant et, au bout d'un certain temps, on peut savoir ce dont il a besoin, il pleure différemment s'il a faim, s'il a besoin d'être changé ou s'il est simplement agité et veut être pris dans les bras. Les bébés peuvent communiquer assez bien avant de savoir parler. Ce cri n'était rien de tout cela. Ce cri était de la terreur. À la seconde où nous l'avons entendu, ma femme et moi nous sommes levés de nos chaises et avons couru vers la chambre. La porte était fermée à clé, bien sûr, et il nous a fallu quelques secondes pour trouver la bonne clé et l'ouvrir. Mon fils était dans la pièce. Nous vivions dans un bungalow et ce salaud avait grimpé par la fenêtre pour l'atteindre. Il se tenait au-dessus de son berceau, un couteau à steak à la main. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il l'a eu, ce n'était pas l'un des nôtres, nous contrôlions nos couteaux très soigneusement et les gardions toujours dans des tiroirs fermés à clé. Je pense qu'il l'a peut-être volé chez l'un de nos voisins. Il lui avait déjà tranché la peau 2 fois, une fois au niveau du ventre et une fois sur le bras. Je voyais le sang couler. Lorsque je suis rentré dans la pièce, il faisait glisser le dos du couteau sur son visage, sans la couper, presque en la chatouillant, en la taquinant pendant qu'elle criait. Il a levé les yeux vers nous et a souri. Avant même de savoir ce que je faisais, j'étais déjà en train de bouger, de courir pour me mettre entre eux. Je n'ai pas réfléchi, j'ai bougé instinctivement. Ma femme a atteint notre fils et lui a arraché le couteau de la main, puis l'a poussé de tout son poids, si fort qu'il s'est envolé du berceau et a rebondi contre le mur. J'ai pris ma fille dans mes bras pendant que ma femme le tenait à l'écart. Je la voyais trembler, presque convulsée. Je me souviens de l'odeur de la pièce, des cris et des pleurs de ma fille. De l'expression du visage de mon fils qui se tenait là. Il n'y avait rien. Vide, mort, il n'y avait rien dans ses yeux, aucune émotion. Il avait l'air d'un extraterrestre. J'ai vu ma femme faire un pas vers lui. J'aurais pu tendre la main et l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Elle a fait un nouveau pas en avant, tout près de lui. J'aurais pu l'arrêter à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. Elle a attendu, le regardant pendant 3 à 5 secondes sans bouger. Puis elle lui a donné un coup de poing au visage. Jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être représenté ma femme comme une femme typique, de petite taille, délicate, fine. Ce n'est pas le cas.
Ma femme a effectivement un petit gabarit, mais elle n'est pas délicate, et ne l'a jamais été depuis que je la connais. Depuis son adolescence, ma femme pratique la boxe. Le MMA n'existait pas à l'époque, mais le karaté et la boxe étaient très populaires, et ma femme était une amatrice très talentueuse. Elle pesait environ 80 kg, elle était très musclée et savait donner des coups de poing. À l'époque, j'avais 100 kg et je ne doute pas que dans un vrai combat entre elle et moi, elle aurait pu me mettre à terre et l'aurait fait. Aucun de nous n'avait jamais levé la main sur notre fils sous l'effet de la colère, mais quelque chose s'est brisé en elle ce jour-là, et toutes les années de colère, de douleur, de chagrin et de frustration se sont déversées. Lorsqu'elle l'a frappé, sa tête s'est renversée en arrière et du sang a commencé à couler de son nez. Il a à peine réagi, il l'a juste regardé avec une expression choquée, comme s'il ne savait pas comment digérer ce qui venait de se passer. Elle a attendu une seconde de plus. Puis elle l'a frappé à nouveau. J'aurais pu tendre la main et l'arrêter. J'aurais pu l'entraîner hors de la pièce, l'emmener, la calmer. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté là à la regarder, tandis qu'elle se mettait systématiquement à le réduire en bouillie. Chaque fois qu'il portait ses mains sur une partie, elle le frappait ailleurs, corps, tête, encore et encore. Il s'est mis à crier, à hurler pour qu'elle s'arrête. C'est la réaction la plus sincère que je l'ai jamais vue avoir de toute sa vie. Mais elle ne s'arrêtait pas. Je l'ai regardé monter en puissance, frapper plus fort, plus vite, le travailler comme un sac lourd. Il a essayé de se jeter sur elle et elle l'a échappé belle. Elle était en pilotage automatique, s'enfonçant dans son entraînement. Je suis resté là à regarder pendant 1 minute. Puis je leur ai tourné le dos et j'ai emmené ma fille hors de la pièce. Je l'ai emmenée dans la cuisine et lui ai donné un bain dans l'évier. J'ai découvert qu'il l'avait coupée une 3e fois à la plante du pied. Toutes les coupures étaient superficielles. Je l'ai nettoyée et l'ai tenue dans mes bras jusqu'à ce qu'elle se calme. J'ai mis des pansements sur ces coupures. Dans notre chambre, j'entendais mon fils crier, insulter ma femme, lui dire qu'il lui couperait la tête et baiserait son cadavre. Au bout d'un moment, je ne l'ai plus entendu dire quoi que ce soit, je ne l'ai même pas entendu crier. J'ai supposé qu'il avait été assommé. Mais je l'entendais encore le battre. Cela a duré longtemps. Assez longtemps pour que ma fille s'endorme dans mes bras. Je suis resté assis à la table de la cuisine en attendant qu'elle ait fini. Finalement, elle est sortie et s'est assise en face de moi. Ses mains étaient enflées et rouges. Son visage et ses bras étaient éclaboussés de sang. Sa poitrine était déchirée. Nous nous sommes regardés sans rien dire. Au bout d'un moment, je lui ai demandé, « Est-il mort ?» Elle m'a regardé et m'a répondu, « Je l'espère, putain. » J'ai acquiescé. C'est tout ce qu'il y avait à dire à ce sujet. Je comprenais parfaitement ce qu'elle ressentait. Je ressentais la même chose. Je ne savais pas quoi faire, alors nous sommes restés assis à attendre en silence. Finalement, ma femme s'est mise à pleurer et est allée prendre une douche. Je suis resté là où j'étais, tenant notre fille dans mes bras. Après un long moment, j'ai entendu des gémissements et des sanglots provenant de notre chambre. Il s'est avéré que mon fils n'était pas mort. Je suis entré pour voir si c'était grave, et c'était plutôt grave. Je n'ai jamais vu de coup plus impitoyable infligé à quelqu'un, que ce soit avant ou après. Il était allongé sur le sol, se roulant sur lui-même, le sang coulant de son visage, dans une mare de vomi. Son nez était écrasé sur son visage, ses 2 yeux étaient complètement gonflés et commençaient déjà à noircir. Je pouvais voir que 2 de ses doigts étaient pliés à des angles bizarres et qu'il s'était pissé dessus. Je pense qu'il devait lui manquer des dents, mais je n'en voyais aucune sur le sol et je ne pouvais pas voir l'intérieur de sa bouche, ses lèvres étaient toutes gonflées et enflées. Pour en avoir parlé plus tard avec ma femme, je sais maintenant qu'elle avait systématiquement battu toutes les parties de son corps, en se concentrant particulièrement sur ses jambes. Elle m'a dit qu'elle lui avait donné des coups de pied dans l'aine à plusieurs reprises jusqu'à ce que ses jambes soient fatiguées, et qu'elle avait continué à battre son corps bien après qu'il se soit évanoui. Lorsque ma femme est sortie de la douche, je ne savais toujours pas quoi faire pour notre fils. Je ne savais pas s'il fallait appeler la police ou une ambulance, l'emmener moi-même à l'hôpital, je n'avais franchement aucune idée de ce qu'il fallait faire. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que je ne me souciais plus de ce qui lui arrivait, et nous avons décidé de le laisser vivre ou mourir tout seul.
Il y avait une chambre de bonne au sous-sol que nous n'avions jamais vraiment utilisée, et ma femme, ma fille et moi avons déménagé là-bas. Nous avons simplement cédé l'étage supérieur de la maison à mon fils et nous avons tout verrouillé, séparant entièrement nos vies. Il y avait beaucoup de nourriture dans les placards de l'étage, assez pour 2 semaines ou plus, il avait des toilettes et des chambres à utiliser. Nous avions des toilettes au sous-sol, une petite kitchenette et une entrée séparée. Nous avons décidé d'en finir avec lui. Je me suis dit que nous allions laisser sa nourriture s'épuiser et voir ce qui se passerait. Au cours de la semaine suivante, nous l'entendions parfois se déplacer à l'étage. Je pense qu'il a passé le plus clair de son temps au lit à récupérer. Je suis allé travailler, en restant très vigilant au cas où il m'attaquerait dans l'allée, mais il ne l'a jamais fait. Ma femme est restée à la maison avec notre fille. Elle ne nous quittait jamais des yeux. Une nuit, nous l'avons entendu se déchaîner, casser des objets et frapper. Nous n'avons pas réagi. Il n'a jamais essayé de descendre ou de s'approcher de nous. Je pense qu'il avait peur que ma femme finisse le travail s'il s'approchait encore de nous. Après 3 semaines passées au sous-sol, nous n'avons plus rien entendu depuis quelques jours et je me suis aventuré à l'étage principal de la maison. L'endroit était démoli et il n'y avait aucune trace de mon fils. Il avait disparu. Il a fallu des mois pour réparer les dégâts qu'il avait causés et remettre l'étage principal en état. Il y avait de la nourriture et de la merde étalée sur les murs, du verre brisé sur le sol, de grands trous dans le mur sec. Il a déchiré le linoléum dans un coin de la cuisine et a vidé un extincteur à mousse entier dans le salon. Je suis reconnaissant qu'il n'ait pas brûlé la maison avec nous à l'intérieur, je ne sais pas vraiment pourquoi il ne l'a pas fait, le gamin n'hésitait pas à mettre le feu aux choses. Après cela, j'ai vécu chaque jour dans la crainte qu'il revienne, qu'il nous tende une embuscade à l'improviste et qu'il essaie de nous tuer. Nous avons déménagé environ 3 ans plus tard et j'ai enfin cessé d'avoir peur qu'il revienne, car il n'avait plus aucune idée de l'endroit où nous étions. Je me suis enfin senti à l'abri de lui. Tout cela s'est passé il y a longtemps. Mon fils est né au printemps 1971, ma fille est née en 88. Je suis un vieil homme maintenant, j'aurai 70 ans cette année et ma femme est décédée d'un cancer en 2016. Ma fille a maintenant 31 ans, j'ai emménagé avec elle et son mari après le décès de ma femme. J'ai 2 petites filles et elles sont la joie de ma vie. Je vois un thérapeute 2 fois par mois pour parler de tout cela. Je ne sais pas où est mon fils. La dernière fois que je l'ai vu, il gisait sur le sol de notre chambre, en sang et en morceaux. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il est parti, il y a plus de 30 ans maintenant. Je ne veux pas en entendre parler. Je ressens beaucoup de culpabilité à cette époque, et beaucoup d'émotions contradictoires. Je ne l'ai pas battu moi-même, mais j'ai permis qu'il soit battu, et je pensais qu'il le méritait. J'étais heureux que cela se produise. Je n'ai pas essayé de le tuer, mais j'aurais été heureux qu'il meure. Je dirais que j'espère qu'il a pu surmonter ses démons et vivre une vie normale quelque part. S'il n'a pas pu le faire, s'il est resté comme il était, alors j'espère vraiment que quelqu'un l'a tué. Quand je l'ai connu, c'était un chien enragé, et quelle que soit la façon dont les choses se sont passées, j'espère simplement qu'il n'est pas encore dehors en train de faire du mal à quelqu'un d'autre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.